La parole est à Carole. Donc, Carole va nous préciser les recommandations françaises pour la prise en charge du déficit en testostérone. La parole est à toi, Carole. Oui, bonjour à tout le monde. Je vais déjà activer mon partage d'écran et je vais lancer mon diaporama. Et je voudrais d'abord évidemment remercier André pour sa magnifique présentation, comme toujours. Et puis la mienne, évidemment, elle va être extrêmement complémentaire dans un autre genre, parce que moi, je vais vous donner des pistes justement pour le bien vieillir. Et s'il y a bien, s'il y a bien un domaine où il y a eu une grosse omerta pendant très très longtemps, c'est celui du déficit en testostérone. Pourquoi? Parce que le vieillissement hormonal, c'était un truc de bonne femme. C'était la ménopause et les hommes, non, sûrement pas. Il n'était pas question qu'on puisse dire qu'ils avaient de leur côté quelque chose qu'on appelait une andropause, par exemple, qui qui vraiment était quasiment quelque chose d'infamant pour un homme. Et puis ça a été soutenu aussi par le corps médical, hein, parce que le corps médical s'intéressait essentiellement aux déficits hormonaux majeurs, comme dans les syndromes de Klinefelter et autres. Et puis tranquillement, les mentalités ont évolué, et puis je pense beaucoup sous la pression des patients qui vivaient mal cette diminution de la testostérone, avec tout un cortège et toute une symptomatologie qui les gênait énormément. Du coup, eh bien, on est passé du terme d'andropause, qui est très impropre, à d'autres termes que je vous passerai ici, pour en arriver aujourd'hui à l'existence de quelque chose qu'on connaît vraiment très bien, dont la terminologie moderne, c'est le déficit en testostérone. Et ce sujet-là est énormément étudié, en particulier depuis ces 15-20 dernières années. Et beaucoup de recommandations ont été faites par toutes les sociétés internationales de médecine sexuelle, d'urologie, d'andrologie, d'endocrinologie, même de cardiologie. Par contre, en France, on n'avait pas de travail récent sur cette question-là. Et nous nous sommes réunis à quelques-uns pour justement examiner toute la littérature internationale et créer de vraies recommandations françaises. Donc c'est un gros travail qu'on a fait, auquel Béatrice a participé aussi, sous l'égide donc de la Société francophone de médecine sexuelle et du comité d'andrologie de l'AFU. L'objectif de ces recommandations, donc ces recommandations sont destinées à tous les professionnels de la communauté médicale française formés ou non en médecine sexuelle. Et le but, voilà, le but, c'est d'informer sur le déficit en testostérone, quelque chose qui n'est pas encore tout à fait connu par tous nos confrères, et même les gens qui sont un petit peu spécialisés, notamment en urologie, connaissent mal. Pour aider à son diagnostic, mettre en place le traitement, faire la surveillance du traitement et définir les bonnes pratiques, surtout pour éviter les mésusages de la testostérone, parce qu'on a dit énormément de choses sur la testostérone, parce qu'il y a des gens, comme vous le savez, qui se dopent avec de la testostérone, mais ce n'est pas du tout le but qu'on veut avoir. Le but qu'on veut avoir, c'est de suivre finalement ce que nous disait André précédemment, c'est-à-dire le bien vieillir. Et à cet égard, et avec moi le recul que j'ai sur ces traitements-là, effectivement, c'est du bien vieillir. Alors, voilà. Le groupe d'experts qui a participé à ce travail était composé d'urologues, de sexologues, d'un endocrinologue également. Vous avez la liste en bas de l'écran. Alors, commençons par le commencement. Donc, la définition du déficit en testostérone, c'est un ensemble, c'est une association entre des signes et symptômes cliniques et une diminution de l'activité ou de la concentration des androgènes sériques et en pratique de la testostérone. Je vous expliquerai comment on fait les dosages de testostérone. Alors pourquoi c'est important pour les sexologues? Parce que les hommes qui sont atteints de déficit en testostérone présentent très très souvent des symptômes sexuels. Et donc c'est nous qui viennent voir, les médecins sexologues ou les sexologues tout court. Mais évidemment, il n'y a pas que ces symptômes-là, vous le verrez, et il y a beaucoup de symptômes qui sont beaucoup plus généraux. Le déficit en testostérone, ce n'est pas quelque chose qui est très fréquent dans la population générale. Et donc, vous voyez le chiffre de prévalence selon les études, c'est de 2 à 18%. Ce qui fait qu'on ne recommande absolument pas un dépistage systématique de cette situation clinique et biologique.
Par contre, il y a des populations à risque chez qui il est quand même plutôt conseillé d'aller rechercher un déficit en testostérone. C'est par exemple les patients qui souffrent de maladies métaboliques associées à l'insulinorésistance, comme l'obésité, le syndrome métabolique, le diabète de type 2, quasiment un diabétique de type 2 est en déficit de testostérone. Les patients qui ont des antécédents andrologiques, comme une cryptorchidie, un cancer du testicule, des varicocèles, lors de la prise de certains traitements au long cours, corticoïdes, opiacés, antipsychotiques, anticonvulsifiants, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Chez des patients qui souffrent de pathologies cardiovasculaires comme l'hypertension, la maladie coronarienne, les maladies cérébrovasculaires, l'insuffisance cardiaque chronique, ou dans d'autres maladies chroniques comme les maladies pulmonaires chroniques, l'apnée du sommeil, l'insuffisance rénale terminale, la cirrhose, l'ostéoporose, etc., etc. Petit point, petite parenthèse qui n'est pas dans les recos, mais vous savez qu'il y a évidemment énormément d'études qui ont été faites sur la Covid et il semblerait que la Covid favorise également le déficit en testostérone après la maladie. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de patients qui viennent nous voir tous les jours pour des raisons sexuelles ou non sexuelles d'ailleurs selon notre activité. Et dans toutes ces populations, on recommande de faire un dépistage lorsqu'évidemment il y a des signes cliniques évocateurs. Quels sont ces signes cliniques? Bon, sur le côté sexuel, alors vous verrez, je vous ai mis les grades de recommandation pour ceux qui ne sont pas tout à fait habitués au langage scientifique des recommandations. Les recommandations sont classées en grades A, B, C et AE, ça veut dire accord d'experts. Plus la littérature scientifique est pertinente, plus on est haut en grade. Donc grade A, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout dans la littérature. Donc, les signes cliniques sexuels, c'est la diminution du désir sexuel et de l'activité sexuelle. C'est le fait d'avoir moins de pensées sexuelles, c'est le fait d'avoir une dysfonction érectile. Et parmi la dysfonction érectile, tu soulignais tout à l'heure, André, le fait que tout le monde prend des IPD5 aujourd'hui. Beaucoup de patients qui étaient sous IPD5, finalement, vont avoir moins d'effet des IPD5 lorsque la testostérone diminue vraiment. Donc, ça peut être vraiment un point d'appel. Sont des patients qui ont plus ou peu d'érections spontanées, qui peuvent se plaindre également d'autres symptômes comme la diminution du volume du sperme, une éjaculation retardée, moins de sensations, des petits testicules, ou alors des patients qui consultent pour infertilité. Autre signe extrêmement évocateur, c'est la fatigue. La fatigue, pourquoi la fatigue? Parce que la baisse de testostérone va entraîner une diminution de la masse musculaire, parce que la testostérone influe en fait sur le ratio entre masse musculaire et masse graisseuse. Donc ce sont des patients qui sont fatigués. Parfois, ils peuvent avoir une gynécomastie, des bouffées de chaleur, mais ce n'est pas toujours présent comme aussi fréquent, du moins que dans la ménopause. Des troubles du sommeil, une diminution de la pilosité, mais parfois on voit des gens avec une ostéoporose, et l'ostéoporose c'est également quelque chose qui peut nous amener à faire un diagnostic de déficit en testostérone, voire même des fractures pathologiques. Les troubles cardio-métaboliques, l'augmentation de l'IMC ou l'obésité peut être aussi une conséquence de baisse de testostérone, tout simplement parce qu'on diminue la masse musculaire, les gens sont fatigués, ils font moins d'efforts, ils prennent du poids. Or, la masse graisseuse abdominale, c'est pas bon pour la santé parce que cette obésité viscérale favorise, comme vous le savez sans doute tous, les maladies cardiovasculaires. Donc, les conséquences également sur le plan du diabète, l'équilibre du diabète est bien mieux réalisé avec un taux de testostérone qui est correct. Et puis, autre signe clinique évocateur très fréquent et qu'il faut rechercher, et on ne recherche pas assez le déficit en testostérone dans cette population, c'est les patients qui présentent une humeur dépressive, anxiété, irritabilité, ou tout simplement la diminution de la sensation de bien-être. Moins fréquemment des troubles cognitifs comme la concentration, la mémorisation, etc. Voilà, alors si vous devez retenir quelque chose par rapport à ça, c'est qu'il faut rechercher le déficit en testostérone chez des patients qui se plaignent d'une diminution du désir sexuel, de troubles de l'érection, qui sont fatigués, qui ont tendance à la prise de poids abdominale et qui sont un petit peu déprimés ou du moins moins motivés pour faire des choses.
Un point très compliqué dans les recommandations, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient internationales, c'est la question du diagnostic. Alors, il faut savoir que la testostérone pénètre dans les cellules sous forme de testostérone libre, c'est-à-dire une toute petite fraction, 2% de la testostérone, qui va agir soit telle qu'elle, soit après être transformée en dihydrotestostérone, soit après être transformée en estrogène. Et donc, quand dans le sang, vous faites un dosage qui va s'appeler la testostérone totale, vous dosez cette toute petite fraction, plus une partie qui est liée à l'albumine, c'est 38%, ce qu'on appelle la testostérone biodisponible, et puis une partie énorme qui est liée à une très grosse protéine qui s'appelle la SHBG, et la testostérone se détache très difficilement de la SHBG. Ce qui fait que quand vous faites un dosage de testostérone totale, vous dosez l'ensemble. Ça revient à se peser, habiller et vouloir connaître le poids de ses vêtements. Donc, c'est juste pas possible. Alors, nous n'avons pas du tout conseillé dans nos recos, alors vous verrez qu'à l'étranger, c'est un petit peu différent, de faire un diagnostic à partir de la testostérone dite totale. Et on préfère plutôt demander un dosage de testostérone libre ou de testostérone biodisponible, même si la totale semble normale, parce que cette fameuse SHBG, elle augmente avec l'âge, elle augmente dans plein de pathologies. Nous recommandons de faire 2 dosages le matin à jeun, et ceci à peu près à 1 mois d'intervalle, et de prendre pour référence, alors non pas les références de laboratoire, parce que le laboratoire vous donne des références qui ne sont pas des normes, ce sont uniquement des moyennes statistiques qui sont prises sur des tubes de sang sans interroger les patients. Donc, du coup, ça inclut dedans des gens âgés chez qui on n'est pas sûr qu'il n'ait pas un déficit en testostérone. Donc, du coup, on choisit comme référence les valeurs moyennes dans la population des hommes jeunes. On demande, dans certains cas, vous verrez, on a un organigramme, des dosages complémentaires avec les hormones de régulation au niveau hypophysaire, comme la LH, la prolactine. Quand on fait un dépistage de déficit en testostérone, on demande toujours un dosage de PSA parce que la prostate, le cancer de la prostate est une absolue contre-indication à la prise de testostérone. Et puis, on demande un dosage de l'hématocrite. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Nous avons aussi recommandé la possibilité de faire ce qu'on appelle des traitements d'épreuves. Ça, poursuivre ce qui avait été dit dans beaucoup de recommandations internationales, et parce que ça semble pertinent, parce qu'en fait, tout le monde ne réagit pas de la même manière à la testostérone, et quelquefois, on a des niveaux qui sont bas ou limite bas, avec une forte suspicion sur le plan clinique. Dans ce cas-là, on peut se permettre pendant quelques mois, 3 à 6 mois, de faire un traitement dit d'épreuve. Parce que si le traitement améliore beaucoup le patient, effectivement, on a un argument en faveur du déficit en testostérone. Alors, je vous passe ce gros tableau qui reprend les recommandations internationales avec les seuils de testostérone qui sont repris par les recommandations internationales, qui elles-mêmes font rarement état de la testostérone libre ou biodisponible, ou alors de manière calculée. Bon, ça, ce sont des histoires que je vous passe. Mais en gros, on retient le chiffre de 3,5 nanogrammes pour la testostérone totale. Et dans notre algorithme diagnostique, finalement, on ne s'est pas avancé sur un chiffre précis parce que ça ne fait pas partie des recommandations internationales en ce qui concerne la testostérone biodisponible ou la testostérone libre. Donc, devant des symptômes, on fait un dosage de testostérone en dehors d'une pathologie aiguë, bien entendu, plutôt la testostérone libre ou biodisponible et éventuellement la testostérone totale. Si ce chiffre-là donne un chiffre un petit peu bas, on fait un deuxième dosage avec effectivement mesure des hormones de régulation, la LH, la prolactine. Et puis, si la testostérone est normale ou si on n'a pas une certitude absolue, on peut éventuellement faire un traitement d'épreuve pendant 3 à 6 mois. Alors, quel traitement maintenant? Donc, tous les traitements qu'on a sont efficaces et sûrs, et évidemment, le patient doit participer au choix de son traitement. En France, on a 3 voies d'administration possibles, la voie orale, la voie injectable et la voie transdermique. Avant de traiter, il faut évidemment faire un bilan pré-thérapeutique qui est fondamental et incontournable, un examen clinique avec un toucher rectal pour éliminer un cancer de la prostate, un examen de la poitrine pour éliminer un cancer du sein qui est une contre-indication, un examen testiculaire bien sûr,
faut faire un dosage du PSA et un dosage de l'hématocrite, parce que quelquefois, sous traitement, on peut avoir une augmentation de l'hématocrite, ce qui représente un des très très rares effets secondaires à ce traitement. Il n'est absolument pas recommandé de prescrire de la dihydrotestostérone ou de la DHEA dans le traitement du déficit en testostérone. Ce n'est pas du tout approprié, ça ne correspond pas au DT. Donc, vous avez ici tout ce qui est susceptible d'être prescrit en France. Alors, la voie cutanée, c'est deux spécialités. L'avantage de la voie cutanée, c'est que ça donne des concentrations extrêmement stables, puisqu'on a une administration vraiment quotidienne, et on a moins d'augmentation de l'hématocrite qu'avec les formes injectables. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on peut avoir un risque de transfert si le produit n'est pas sec, un risque d'irritation cutanée. Et puis, l'inconvénient pour beaucoup, c'est que ce n'est pas pris en charge par la Sécu. Pour ce qui est des voies injectables, on a deux formes de retard. L'une qui peut permettre une injection à peu près toutes les 3 semaines, qui est prise en charge par la Sécu, et l'autre qui est une forme très longue, à peu près tous les 3 mois, qui n'est pas remboursée. L'inconvénient de la première, et ce qui est sans doute le produit le plus prescrit aujourd'hui, c'est la variabilité des taux dans l'intervalle des injections, où les patients passent à un pic de testostérone au bout de 4-5 jours et puis diminuent à des taux en dessous du minimum finalement en fin de période de l'injection. Un très vieux produit par voie orale, ce sont des capsules. Évidemment, c'est facile d'avaler des capsules. Ça, c'est pris en charge par la Sécu. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est difficilement absorbé et c'est selon la teneur en lipides des repas. Donc, idéalement, il faudrait manger un repas gras pour que ce soit parfait. Donc, du coup, on a des fluctuations des concentrations plasmatiques et ce n'est pas forcément évident. Ceci dit, muni de tous ces avantages et inconvénients, c'est le patient et le médecin, évidemment, qui traite, qui décide de choisir la meilleure forme galénique possible. Donc, les contre-indications, la première contre-indication, c'est si le patient souhaite avoir un enfant. Pourquoi? Parce que la testostérone freine la spermatogénèse. Ce serait l'existence d'un cancer de la prostate actuel, on verra pour le cancer passé, d'un cancer du sein actuel, l'existence d'une polyglobulie, et nous avons retenu un taux d'hématocrite supérieur à 54%, d'un syndrome d'apnée du sommeil grave qui ne serait pas traité. S'il est traité, ça ne pose aucun problème, et d'un événement cardiovasculaire dans les 3 à 6 derniers mois ou d'une maladie cardiovasculaire non contrôlée. Donc, ça fait relativement peu de contre-indications, mais il faut y être extrêmement attentif, bien entendu. Les bénéfices du traitement sont progressifs. Les 3 premiers mois, on améliore le désir et la fatigue très, très nettement. Pour avoir un effet positif sur l'humeur, c'est un petit peu plus long, de même sur la fonction érectile. C'est pour ça qu'il est quand même recommandé d'utiliser les IP2-5 en complément de la testostérone en début de traitement. Et puis pour tout ce qui est amélioration éventuelle de la masse osseuse et de la solidité des os, c'est évidemment beaucoup plus long. Donc ce qui en fait un traitement de long terme, au minimum sur 1 an. Donc, on va surveiller ce traitement, bien sûr, avec une fréquence de 3 mois, 6 mois et 12 mois, avec un examen clinique, toujours le toucher rectal, la palpation des seins, un taux de testostérone en fonction du traitement, et donc le moment de la prise de sang va dépendre du traitement. Si on est avec une voie transdermique, c'est 2 à 4 heures après l'application. Si c'est une voie, il y a une petite coquille là, si c'est une voie injectable, c'est à mi-distance entre 2 injections. Mesure du PSA, si jamais on est inquiet là-dessus, évidemment, il faut prendre un avis et travailler avec un urologue. Un taux d'hématocrite, s'il dépasse le 54%, on a le choix d'ajuster les prises de testostérone, de modifier le mode d'administration de la testostérone, voire même de faire des phlébotomies, pourquoi pas. Et chez les gens qui ont des problèmes de densité osseuse, on peut faire une DMO tous les ans. Dans certaines populations, il faut être spécialement attentif. Et alors, par exemple, au sujet de la prostate, pendant très longtemps, on a eu peur. On a dit les hormones, ça favorisait le cancer. Aujourd'hui, on sait absolument qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer chez les gens qui sont traités. Et du coup, quelqu'un qui aurait eu un cancer de la prostate, aujourd'hui, ce n'est plus tellement une contre-indication dans certains cas. C'est-à-dire que quand un patient a eu soit une radiothérapie, soit une hormonothérapie ancienne, avec un délai suffisant, un PSA indétectable, une histologie de sa pathologie plutôt favorable,
on peut se permettre, dans certains cas, après évidemment concertation avec les urologues ou les cancérologues, de mettre ces patients sous testostérone. Par contre, évidemment, le cancer de la prostate localement avancé ou métastatique, c'est une contre-indication absolue. Et dernière situation par rapport au cancer, ce qu'on appelle la surveillance active, un traitement peut être envisagé, dans certains cas, là aussi, à prendre avec évidemment des bémols. Pour ce qui est de l'hypertrophie bénigne de la prostate, ce n'est pas du tout une contre-indication au traitement pour la testostérone parce que les symptômes ne sont absolument pas aggravés et que ça ne fait pas du tout grossir la prostate. Et même dans certains cas, on pourrait presque avoir aussi une amélioration. Sur le plan cardiovasculaire, c'est pareil. Il y a eu quelques études alarmistes qui avaient dit attention, donnez pas de la testostérone, c'est pas bon pour le cœur, etc. Là, encore une fois, on s'est rendu compte au travers de toutes les études que la concentration en testostérone basse était vraiment un facteur de risque de maladie cardiovasculaire et que donc il n'y a pas du tout, et lorsqu'on met les patients sous traitement, on n'a pas de risque accru de maladie cardiovasculaire, au contraire, on a plutôt des bénéfices. Par contre, par précaution, je vous l'ai dit, on n'administre pas de testostérone pendant 3 à 6 mois après un événement cardiovasculaire majeur. Par contre, eh bien évidemment, en cas de maladie établie, ça se discute. Et là aussi, il est toujours très important de travailler en réseau et de parler éventuellement avec les cardiologues. Pour ce qui est du risque thromboembolique, on n'a absolument pas de preuve d'un lien entre traitement par la testostérone et survenue d'événements thromboemboliques. D'autres conditions, donc la polyglobulie, je vous en ai parlé, les syndromes d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, là c'est pareil, on n'a pas de données suffisantes dans la littérature. Et puis, dernier point, la population psychiatrique, on souhaite quand même, nous recommanderons au travers de ces recommandations françaises la recherche d'un déficit en testostérone chez les patients qui présentent un état dépressif parce qu'on peut vraiment beaucoup les améliorer. Et chez les patients qui sont dépressifs, quand on les traite, évidemment, on les surveille et on les évalue de la même manière que chez les autres hommes. Donc, c'est important, là aussi, encore une fois, de travailler en collaboration avec les psychiatres sur ce sujet. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire et j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais c'était très difficile de résumer ça en plus court. S'il y a des questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir tout à l'heure.